Yaorana et bienvenue dans Manava. Aujourd'hui, nous allons traiter des troubles cognitifs à l'école. Comment y faire face, comment gérer le quotidien. Pour traiter de ce sujet, nous recevons Élise Millot, représentante de l'association Les 10 de Tahiti. Bonjour Élise. Yaorana. Pierre Gabert, inspecteur à la DG2E, spécialisé auprès des élèves ayant des besoins particuliers. Bonjour Pierre. Et Céline Peignon, bonjour Céline. Bonjour. Dont le fils est atteint de troubles cognitifs, tu vas nous en parler. Très bien. Et Janice Chan, bonjour Janice. Bonjour Stéphane. Tu vas nous expliquer ce que sont des troubles cognitifs. Tout à fait Stéphane. Alors qu'est-ce qu'un trouble cognitif? C'est un ensemble de symptômes liés à des troubles de la mémoire, de la perception, un ralentissement de la pensée et des difficultés à résoudre les problèmes. Et ce genre de symptômes touche aussi les plus petits. Chez les enfants, on distingue d'une part les troubles cognitifs spécifiques développement liés à des difficultés donc, dans l'apprentissage, comme par exemple la dyslexie ou encore la dysphasie, où on aura l'occasion en tout cas tout au long de cette émission pour revenir dessus avec Élise. On parle également de troubles spécifiques acquis, c'est-à-dire de troubles qui résultent d'une lésion cérébrale, donc causée par exemple par un traumatisme crânien. Et aujourd'hui, on utilise beaucoup ce terme qui est la TDA, c'est-à-dire le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. D'ailleurs, Élise, je me tourne vers toi. Concrètement, comment tu peux définir la dyslexie ou la dysphasie ou encore même la TDA? Alors, chaque trouble touche une partie cognitive. Donc, la dyslexie, c'est tout ce qui a un rapport avec la lecture, donc la compréhension et le déchiffrage. C'est-à-dire que l'enfant va lire, il va déchiffrer pour pouvoir donc lire les mots. Donc, tout ça, dans le cerveau, ça n'arrive pas dans le bon sens. Donc, il prend beaucoup de temps et donc il fatigue énormément au déchiffrage pour comprendre la suite des lettres qui fabriquent les mots. Ensuite, on a la dysorthographie qui est souvent liée après à la dyslexie, c'est-à-dire que la dysorthographie, puisqu'on ne comprend pas bien le collage des lettres pour écrire les mots, bah forcément, souvent, les enfants écrivent en phonétique. Par exemple, le mot photo, on va écrire F-O-T-O. On ne va pas aller jusqu'à avoir plusieurs sons, comme A-U qui fait O ou E-A-U qui fait O aussi. Le O représente à l'oreille le son et donc on réécrit de la même façon. La dyscalculie, c'est la même chose, mais avec le calcul. Donc, c'est-à-dire que les chiffres arrivent et on ne sait pas à quoi ils correspondent. Et donc, on ne sait pas comment on va pouvoir les associer pour pouvoir avoir un résultat. La dysgraphie, c'est le trouble de l'écriture cette fois-ci. Donc là, c'est la même chose. L'enfant peut très bien écrire, avoir une très belle orthographe, sauf qu'il écrit très, très lentement et qu'il n'arrive pas à faire la forme des lettres. Donc, des A peuvent devenir des O, on oublie les que des F ou des D ou des P, voilà, donc les lettres sont difformes en fait. Et donc ça pose aussi un problème à la relecture, parce qu'il faut savoir que les enfants dyslexiques ont du mal à se relire quand ils sont dysorthographiques et dysgraphiques. Donc ils peuvent peut-être prendre le cours, mais ils ne peuvent pas se relire. C'est un peu plus compliqué. Voilà. Ensuite, nous avons la dyspraxie. Donc la dyspraxie, ce sont les gestes. Donc les enfants qui tombent beaucoup, qui courent. Souvent, on a l'impression qu'ils sont démembrés quand ils courent. Maladresse. Exactement, c'est ça. C'est la maladresse. Ils cassent beaucoup, ou ils laissent beaucoup tomber les affaires, ou ils vont donner des gestes en fait à table. Souvent, les verres sont renversés, ce genre de choses. Et en classe, c'est très dérangeant puisque le stylo tombe, le cartable tombe, le cahier n'est pas dans le bon sens. Enfin voilà, ça peut avoir une incidence sur la scolarité également. Très bien. Et le TDA. Et le TDA. Et oui, il y a vraiment le trouble cognitif, en fait, c'est une longue liste de dysfonctionnements. Le TDA, donc déficitaire de l'attention, c'est l'attention qui est déficitaire, comme son nom l'indique. Donc c'est la mémoire immédiate, on se rappelle, on comprend, on a l'information qui rentre dans le cerveau, mais on n'arrive pas à la restituer ensuite dans le temps. Donc, il y a une sélection aussi avec le trouble de l'attention. L'enfant fait de la sélection d'informations. Donc, il peut y avoir aussi l'hypersensibilité et l'hyperactivité. Voilà. Alors, dans le TDA, il y a ensuite l'hyperactivité. Le cerveau ne s'arrête jamais de fonctionner. Donc, le cerveau est tout le temps en mouvement. Donc, l'enfant aussi,
par conséquence en fait, et l'enfant fonctionne tout le temps, jour, nuit, c'est-à-dire le cerveau ne s'arrête pas. C'est un peu ça l'hyperactivité. C'est pas juste un enfant qui bouge dans la classe et qui est tout le temps, c'est le cerveau qui ne s'arrête jamais en fin de compte, hein. C'est ça l'hyperactivité, c'est l'hyperactivité cérébrale, hein. C'est pas une hyperactivité physique. Et l'hypersensibilité, c'est encore autre chose. Donc ce sont pas des enfants sensibles qui pleurent tout le temps ou qui sont voilà, ce sont des enfants qui ressentent énormément les émotions, aussi bien d'adultes que de leur entourage, ce qui peut générer effectivement une complication, parce que quand on ressent les sentiments d'adultes et les émotions des adultes et qu'on n'a que 10 ans, voilà, je vous laisse. Céline, comment se sont manifestés les troubles, les premiers troubles, et comment tu t'en es rendu compte avec ton fils ? Alors moi, je ne m'en suis pas forcément rendu compte par moi-même. On m'avait interpellée à l'école suite à l'apprentissage de la lecture. Donc à la fin du CP, où on m'a dit qu'il y avait potentiellement un problème, parce qu'il avait un gros problème d'apprentissage de la lecture. Donc là, on m'avait dit d'aller voir différents spécialistes. Or, mon fils compensait beaucoup. Donc en fait... on n'a pas pu poser un diagnostic tout de suite. On va dire qu'on a été de spécialiste en spécialiste sur quasiment 3 ans. Et après, ici, je parle ici de la Polynésie, ça a été diagnostiqué parce qu'en fait, il avait toujours son retard en lecture et surtout en écriture. Donc du coup, là, le diagnostic a été posé. Nous, après, à la maison, ça se voyait plus par rapport à son hypersensibilité. Oui, c'est ce dont tu me parlais tout à l'heure. Exactement. Il n'a pas de filtre. Il n'a pas de barrière, voilà. Il n'a pas de barrière. Donc, en fait, tout ce qui est autour de lui, il l'entend, il le ressent. Et du coup, c'est très compliqué pour lui à l'école, parce que quelqu'un qui va faire tomber un crayon, paf, ça va l'interpeller. Alors que comme il a déjà des difficultés à l'écriture, il apprend essentiellement par l'audition. Donc c'est vrai que s'il se laisse perturber comme ça par tout ce qui se passe, par son environnement ou un endroit d'insécurité ou quelque chose comme ça, là il ne gère pas émotionnellement. Et du coup, souvent les émotions prédominent sur tout le reste et il se laisse envahir par les émotions. Et là, ça devient très compliqué pour l'apprentissage parce que c'est vrai qu'il y a tout ce côté-là à prendre aussi en compte. C'est vrai que dans le système scolaire, c'est compliqué, ça à prendre en compte parce qu'il y a beaucoup d'élèves, on ne peut pas prendre de cas par cas. Et surtout, ça ne se voit pas. Donc, on ne peut pas être attentif à tout ça. Même nous, je vois à la maison, c'est très compliqué à gérer parce qu'il ne vient pas me voir en me disant ah, « Maman, ça ne va pas ». Non, non, non. Oui, c'est un travail de tous les jours. Oui, il manifeste parce qu'il devient un peu plus violent verbalement. Oui. Il devient agressif. Et là, en général, on sait qu'il y a quelque chose de sous-jacent. Et après, voilà, il faut poser les choses, réussir à parler avec lui et réussir à lui faire sortir ce qui ne va pas. Parce que des fois, il ne sait pas non plus lui-même. C'est des ressentis. C'est compliqué à exprimer, surtout que voilà, il a 13 ans. Nous déjà en tant qu'adultes, c'est pas toujours évident d'exprimer ce qu'on ressent, mais autant dire que pour un enfant, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Tu disais que c'est à l'école où l'institutrice s'en est rendu compte. Pierre, je reviens vers toi dans ce cadre-là, évidemment. Comment est-ce que les instituteurs sont formés, ou est-ce qu'il y a une formation particulière, et comment est-ce qu'on les alerte, et comment est-ce qu'eux alertent les parents ensuite? Question assez large. Alors en fait, ce ferait une réponse à tiroir. Parce qu'en fait, il y a 2 types d'enseignants. Il y a des enseignants qui font une démarche volontaire de devenir enseignants spécialisés. Et donc, ils vont s'inscrire sur une formation longue qui dure à peu près une année scolaire et qui va aboutir sur un examen qu'on appelle une certification. Une certification qui atteste de compétences pédagogiques particulières visant à mieux prendre en compte dans le quotidien de la classe des élèves qui présentent des troubles cognitifs. Puis après, il y a les enseignants lambda, d'une école lambda, d'un collège lambda. Et ces enseignants, en fait, ils ont aujourd'hui, à l'heure où on se parle, encore relativement peu de formation pour la prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc beaucoup d'enseignants, même s'ils sont bien positionnés, bien intentionnés, bienveillants, etc., expriment des difficultés à prendre en compte des élèves que j'appelle des élèves différents. Et ça a été très bien dit à l'instant, la particularité des troubles 10, c'est qu'en fait, ils sont invisibles. Et donc quand un élève présente une dyspraxie, eh bien ça ne se voit pas. Et donc l'élève va très vite se faire réprimander par son enseignant parce qu'il a fait tomber sa trousse, parce qu'il est maladroit, parce que quand il doit tracer un trait, la règle n'est pas bien positionnée. Et en conséquence, souvent ces élèves qui
compensent, qui fournissent plus d'efforts que d'autres, se font réprimander plus que d'autres parce qu'ils sont maladroits, parce qu'ils sont différents. Et donc, la première étape, c'est de permettre aux enseignants de prendre en compte l'hétérogénéité de leur public scolaire, l'hétérogénéité du groupe classe, tout en n'oubliant pas que un enseignant, aujourd'hui, c'est un personnel qui s'adresse à un collectif. Donc, il y a cette difficulté à s'adresser à un collectif et à la et fois en même temps à un individu. Bon, voilà. Donc, pour être tout à fait honnête, il existe encore dans notre institution une vraie marge de progrès pour que les enseignants soient plus efficaces pour prendre en charge ces enfants que j'appellerais différents. Donc c'est une démarche, ça peut être une démarche personnelle de la part de l'enseignant qui va vous demander à avoir cette formation. Alors, il y a donc les démarches personnelles des enseignants qui disent « moi j'ai besoin, j'ai envie de », devenir plus compétent dans tel ou tel domaine. Et puis aussi, dans le premier degré, il y a des démarches des inspecteurs de circonscription qui initient auprès des enseignants placés sous leur responsabilité des actions de formation. Moi, très régulièrement, je suis mobilisé justement par des inspecteurs de circonscription pour permettre aux directeurs d'école d'une part, aux enseignants des classes lambda d'autre part, d'être plus efficace dans le quotidien de la classe. Moi, je dis souvent, l'important, c'est le quotidien de la classe. C'est pas ce qui se passe dans une salle de formation, dans les locaux de la DG2E, c'est dans le cœur de la classe que vraiment, on va pouvoir prendre en compte la difficulté des jeunes. Tu as utilisé le terme de 10. Élise, parle-nous de l'association 10 de Tahiti. Alors c'est une association qui est très ancienne déjà, elle existe depuis presque 15 ans et on va dire qu'aujourd'hui on essaye d'être un peu plus en lumière parce que comme tout le monde le sait, suite au Covid, on n'a plus eu accès, nous, aux écoles. On n'a plus eu accès pour aller informer, en tout cas dans les écoles et dans les collèges. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2022, on a repris. On est en train de remettre le bureau à jour. Et l'association est en train d'avoir donc, des projets. Et notamment, donc, du coup, on va essayer d'avoir une création, une banque de données avec des sources, en fait, sur notre page et sur notre site internet qui est en création actuellement, pour pouvoir orienter les parents, parce que les parents, en fait, souvent viennent vers nous, ils sont démunis. Quand ils arrivent vers nous, c'est on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas. Comment on peut faire ? Donc vous allez vous baser sur votre expérience. Voilà, donc nous, on leur donne, on parle du diagnostic, comment il faut faire, et ensuite, on essaye d'être là pour les écouter, les rassurer surtout aussi, parce que faut savoir que c'est très culpabilisant pour un parent, en fait, d'apprendre que son enfant, comme le dit justement Pierre, est différent. 10, ça veut dire différent. C'est déjà terrible, en fait, comme mot, alors qu'il faut rappeler juste une chose, c'est que nos enfants, en fait, ils sont aussi intelligents que n'importe quel autre enfant, et voire plus que des neurotypiques. Donc ça, faut le soulever quand même. C'est des enfants qui sont intelligents, qui sont tout à fait normaux et qui fonctionnent normalement. Ils ont juste c'est important de le préciser, justement. Oui, c'est important de le préciser parce que souvent, le parent, quand il vient vers nous, il ne comprend pas cette... pour lui, il y a une culpabilité énorme. Le parent culpabilise beaucoup. Et puis, quelle aide on va apporter ? Donc, on est là pour un soutien dans un premier temps. Et ensuite, on espère donc travailler pouvoir les orienter, travailler avec les instances... retravailler, en tout cas, parce qu'on a arrêté, mais retravailler avec la DG2E et puis pouvoir apporter le plus d'informations possible, parce que c'est parents, associations et effectivement institutions, c'est comme ça que ça va marcher, en fait, et qu'on va pouvoir accompagner au mieux les gens. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Élise Millot de l'association Les 10 de Tahiti, Pierre Gabert, inspecteur à la DG2E, et Céline Peignon, maman d'un petit garçon ayant quelques troubles, on va dire différents, pour utiliser le bon terme. Alors justement, Céline, comment ton fils vit avec les autres enfants ? Alors disons que c'est pas toujours facile parce qu'effectivement, il se sent différent. Parce qu'il ne raisonne pas de la même façon. Il y a toujours ce côté émotionnel qui est vraiment prédominant chez lui, où il ne comprend pas que certains ne soient pas affectés par tel comportement ou telle parole, alors que lui, ça l'affecte énormément. Après, au niveau de l'école, il a beaucoup d'amis, il n'y a pas du tout de problème social, parce qu'il va facilement vers les gens, il parle beaucoup, trop des fois.
Mais sinon, à part ça, il n'y a pas de problème particulier. Et les autres enfants avec lui, parce que je parlais de lui vers les enfants, mais les autres enfants avec lui aussi. Ils sont ouverts Oui, tout à fait, ils sont ouverts. Après, Dorian n'a aucun problème avec sa dysorthographie, il en parle. Donc souvent, il explique à ceux qui sont autour de lui et qui pourraient éventuellement ne pas comprendre ou qui peuvent être amenés à se moquer de lui ou à ne pas vouloir venir vers lui parce qu'ils le sentent aussi différent. C'est réel, ça. Élise, comment ça se passe en famille avec les frères et sœurs? Alors, ça peut être effectivement compliqué. Déjà, en famille, de toute façon, c'est compliqué. Comme je disais tout à l'heure, déjà, avoir un enfant qui a un comportement différent et ce genre de troubles, c'est au quotidien, c'est de l'attention au quotidien. Avec les frères et sœurs, si dans la fratrie, effectivement, il n'y a pas d'autres enfants qui sont diagnostiqués, il y a parfois un mode d'incompréhension. Pourquoi on aide plus mon petit frère qui est dyspraxique, par exemple, pour lui mettre ses chaussettes, pour l'habiller, alors même ils ont déjà 10 ans. Ça demande énormément d'attention, donc les frères et sœurs, parfois il y a cette jalousie. Pourquoi on s'occupe plus de mon petit frère ou de ma petite sœur? Voilà, ça dépend des familles, c'est toujours pareil, ça dépend comment c'est amené en famille. Beaucoup aussi. De discussion expliquée. Voilà, la discussion expliquée. Et puis, on a souvent des remarques, les frères et sœurs disent souvent que ce sont des enfants, ils disent mon frère ou ma sœur, il est dans son monde à lui, ou dans son monde à elle. Bon, ça reste bienveillant de toute façon. Oui, de toute façon, ça reste quand même bienveillant, attention. Pierre, quand des élèves ou des enfants sont diagnostiqués, est-ce qu'on en parle aux autres élèves au sein d'une classe pour essayer de les alerter, de leur dire faites plus attention et soyez plus patients ou bienveillants? Alors c'est une vraie question délicate. D'abord, il faut respecter le souhait des familles. Voilà, c'est-à-dire que moi, je dis toujours que les personnes qui connaissent le mieux l'enfant, et donc par voie de conséquence dans l'institution, les personnes qui connaissent le mieux l'élève, ce sont ses parents. Donc il faut savoir si les parents sont d'accord pour que l'on évoque au sein de la classe les troubles d'un enfant. Il faut voir si ça apporte une plus-value. Est-ce que finalement les autres élèves ont besoin de savoir que tel jeune est dysorthographique, dyslexique, dyspraxique? C'est pas évident. C'est pas évident. Donc en fait, il n'y a pas de réponse tranchée par rapport à cela. C'est au cas par cas. Voilà, c'est au cas par cas. Par contre, ce qui est important, c'est que l'enseignant puisse mettre en place un projet personnalisé, un projet individualisé pour prendre en compte la différence, pour prendre en compte les troubles et pour faire en sorte que le jeune en question puisse entrer comme les autres dans les apprentissages. Donc ça, c'est les prérogatives de l'enseignant. C'est indispensable que l'enseignant réfléchisse à la mise en place d'un projet particulier. Quant à l'évocation au sein du groupe classe des troubles d'un jeune, c'est une question sur laquelle il faut être extrêmement prudent. Est-ce qu'il peut y avoir du personnel spécialisé pour accompagner les enfants en classe? Alors oui, il y a des personnels spécialisés. Alors il y a ici en Polynésie des personnels AVS, des auxiliaires de vie scolaire, qui peuvent accompagner des élèves qui présentent des troubles d'une certaine sévérité. Sauf que pour qu'un personnel AVS accompagne un jeune, il faut pour ça une décision d'une commission qu'on appelle dans notre jargon la CTES, peu importe, une commission qui est compétente pour prononcer une compensation du trouble ou une compensation du handicap. Le mot-clé, c'est bien le mot compensation. On affecte un adulte auprès d'un jeune pour aider ce jeune à développer des compétences et mieux entrer dans les apprentissages. Ça implique une prise en charge financière, évidemment. Alors, l'AVS doit être payée. Alors, l'AVS, elle est prise en charge par l'institution et donc elle n'est jamais à la charge de la famille. D'accord. Janice, parle-nous de l'importance du diagnostic. C'est cela. Bon, on a brièvement, en tout cas, abordé la question du diagnostic ensemble, mais cet aspect est quand même très important pour une bonne prise en charge de l'enfant, puisque les troubles cognitifs scolaires sont parfois confondus avec une simple difficulté à l'école d'apprentissage, mais c'est une véritable souffrance justement pour ce petit. Il est donc important de savoir vers qui se tourner pour établir ce diagnostic. Et nous avons justement plusieurs options
besoin qui se présentent à nous. On peut du coup prendre l'avis d'un psychologue, d'un psychomotricien ou encore d'un orthophoniste. Et en Polynésie, vous pouvez vous tourner vers tous ces spécialistes. Et on peut citer également l'Institut Synapse qui, lui, est tourné vers la neuropsychologie. Donc, suite à un entretien, ils vont réaliser une évaluation neuropsychologique à travers un certain nombre de tests pour établir justement ces diagnostics et enfin des recommandations. D'ailleurs, Élise, est-ce que toi qui es passée par là, est-ce que tu peux nous dire plus justement sur ces tests Alors, effectivement, c'est très bien résumé. Janice, c'est comme ça que ça se passe. On va vers le spécialiste. Mais avant toute chose, il faut savoir qu'il faut d'abord effectivement retirer toutes les autres causes. Est-ce que mon enfant n'a pas un trouble auditif, un trouble de la vision ou un trouble du langage? Parce que s'il y a trouble auditif ou trouble de la vision ou du langage, c'est complètement autre chose et c'est différent. Donc il faut déjà passer par ce stade-là, vérifier que tout fonctionne bien. Une fois qu'on a vérifié que tout fonctionne bien, mais que les difficultés persistent à l'école ou que l'enseignant, comme le disait Céline, signale un dysfonctionnement de l'élève, à ce moment-là, on peut se tourner vers l'orthophoniste qui va effectivement pouvoir faire un premier bilan orthophonique et ensuite vers le psychologue et le neuropsychologue qui va effectuer ces tests. Tests qui sont relativement lourds pour l'enfant, il faut le savoir, c'est 2 heures de test, parfois 2 fois 2 heures réparties, donc c'est pas toujours évident, c'est fatigant pour eux et surtout tests qui ne sont pas pris en charge par la CPS. À part l'orthophoniste, l'orthoptiste, c'est-à-dire la rééducation des yeux, c'est tout ce qui est pris en charge actuellement, à 70% en plus. C'est même pas à 100%, il faut le savoir. Donc c'est beaucoup de frais pour une famille que d'aller faire diagnostiquer son enfant. Et certaines familles ne le font pas tout de suite et de ce fait, le diagnostic arrive trop tardivement. Et plus tôt le diagnostic est fait, plus tôt la prise en charge est faite, plus tôt l'institution scolaire est mise au courant et informée, et plus tôt on peut mettre en place tout ce qu'il faut pour accompagner l'enfant au niveau scolaire. Céline, Élise, dans votre vie de tous les jours, on parlait du scolaire, mais est-ce qu'il y a des activités parascolaires qui peuvent aider les enfants à surmonter ce genre de troubles? Alors oui, il y a beaucoup de choses. Il faut savoir, par exemple, pour les TDA, toutes les activités sportives avant concentration, c'est-à-dire que même à l'école, le fait de faire du sport avant d'entrer en classe favorise la concentration pour l'enfant qui a un trouble du TDA, par exemple. Toutes les activités, de toute façon, que ce soit pour les neurotypiques ou les enfants atypiques, en collectivité, facilitent. Comme je disais, ce sont des enfants intelligents. Ils vont développer d'autres ressources. Céline disait, mon fils a compensé. Ils compensent tous par une passion ou par quelque chose, il faut le savoir. Et donc, ils vont tout de suite se tourner vers quelque chose où ils vont vite avoir satisfaction. Parce qu'il faut savoir que pourquoi l'enfant en scolarité perd confiance en lui, c'est parce qu'il ne voit plus le bénéfice, mes efforts, mes résultats avec l'enseignant. Il fait des efforts, il n'a pas de résultats, il perd confiance en lui. Alors que dans les activités qui sont sportives, culturelles ou à l'extérieur, ou qu'il va avoir choisi par lui-même, il va trouver satisfaction. D'accord. Pierre, au sein des établissements, on parlait du primaire, mais est-ce que ce suivi continue aussi sur le collège, le lycée, voire, alors je dirais l'université, mais c'est un peu loin, on va dire le collège ou le lycée? Oui, tout à fait. Alors, bien évidemment, ce sont les enseignants des écoles primaires qui sont les premiers à prendre en charge la différence qui a été diagnostiquée. Mais une fois qu'on a un diagnostic d'un trouble 10 quelconque, les enseignants du collège, les enseignants du lycée doivent continuer à adapter leur démarche pédagogique pour que les jeunes puissent continuer à progresser. C'est indiqué sur le dossier de l'élève? C'est indiqué, c'est-à-dire que les différents projets, les différents plans, on ne va pas jargonner aujourd'hui, mais il existe une pluralité de projets qui peuvent être mis en place pour permettre aux élèves de surmonter leurs difficultés. Ces projets sont transmis de l'école au collège, du collège au lycée. Quand les enfants sont à la maison, est-ce que vous avez développé des exercices particuliers aussi pour les aider à surmonter leurs différents troubles? Alors moi, des exercices, non. Ou activités, exercices ou activités. Voilà. Par contre, tout ce qui peut le mettre en avant, on le fait avec lui. C'est un passionné d'aviation de la Deuxième Guerre mondiale. Il regarde beaucoup de documentaires dessus. On lui a acheté des livres. Les faire venir à la lecture ou à l'écriture, c'est toujours très compliqué. Donc du coup, s'il y a un point comme ça qu'ils aiment beaucoup, il faut vraiment
être là-dessus et être hyper positif quand on leur parle, parce qu'ils ont déjà, ils se sous-estiment énormément, ces enfants-là, parce que tout ce qu'ils font leur demande énormément d'efforts. Du coup, ils se fatiguent très vite et du coup, effectivement, ils peuvent décrocher rapidement. Donc, il faut toujours être hyper positif. C'est l'encourager et puis souligner tous les points où ils réussissent. Ça, c'est hyper important. Ben, ça sera la conclusion. Donc, restez positif, restez au plus proche et attentif. Exactement. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé sur ce problème ou ces problèmes qui peuvent être, on va dire, très handicapants et très compliqués pour vos enfants. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'énergie, de bienveillance. On va inciter les personnes qui auraient besoin d'aide et d'explications à se rapprocher de l'association les 10 ou le 10 de Tahiti. Les 10 de Tahiti. Les 10 de Tahiti. Merci à vous trois. Janice, quel est le programme TV d'aujourd'hui sur TNTV? Sur TNTV. Alors ce soir, retrouvez sur TNTV à 19h votre magazine Moana avec la fin du voyage des Holopuni au Tuamotu, suivi à 19h20 de votre série Frequency et on termine à 20h55 avec Whoopi Goldberg qui revient avec le film Sister Act 2. Merci Janice. Bon après-midi sur TNTV et à demain.